Ça vient. Nous voyons maintenant plusieurs images. Vous avez probablement... Oui, maintenant, on peut voir la première. Autopsie et études histologiques sur la vaccination. Alors, cette première diapositive vous donne un aperçu de ce que nous faisons depuis un an. Il y a environ un an, des parents m'ont contacté pour me dire qu'ils soupçonnaient que leurs proches n'étaient pas morts de cause naturelle, mais des suites de la vaccination. À l'époque, j'ai écrit aux associations nationales de pathologie et j'ai suggéré de lancer une étude sur les décès pour examiner les conséquences des décès survenus pendant la période associée à la vaccination. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Je me suis donc dit, si personne d'autre ne veut le faire, je le ferai. Et au cours des mois qui ont suivi, de nombreux pathologistes, médecins et biologistes se sont tournés vers moi en me disant « Nous avons eu des cas similaires, nous avons fait les mêmes observations, nous sommes donc maintenant 8 pathologistes et médecins et un physicien nous a également rejoint tout récemment. Notre étude porte sur 30 autopsies et 4 biopsies, mais 4 autres cas sont arrivés aujourd'hui. J'ai donc étudié 5 cas jusqu'à maintenant. Cela prend beaucoup de temps. La plupart des données que je vais donner sont liées à 15 cas initiaux analysés par des méthodes de routine, dont 3 avec des méthodes avancées. Voyez-vous ici les personnes décédées, 7 hommes, 8 femmes, 7 jours à 6 mois après la dernière injection, et la tranche d'âge va de 28 ans à 95 ans. Et vous voyez que ce sont les vaccins habituels utilisés en Allemagne, principalement Pfizer et Moderna. On nous a donc demandé un deuxième avis sur ces autopsies qui avaient été pratiquées ailleurs, certaines dans des instituts de pathologie, d'autres en médecine légale, et l'examen macroscopique des organes n'a pas permis d'établir que ces décès étaient liés à la vaccination. Tous les cas passés entre les mains de la médecine légale n'ont même pas été examinés par histopathologie. Seuls les proches ont émis des soupçons et ont insisté pour obtenir un deuxième avis. Et notre deuxième avis a montré que certaines caractéristiques histologiques apparaissent. La plupart des cas montrent ces caractéristiques dans les diapositives qui suivent. Nous avons obtenu ces résultats, 5 liens très probables avec le décès, 7 probabilités, 2 possibilités et un cas exclu, car nous n'avons pas pu prouver le lien avec la vaccination. Il faut aussi souligner que la plupart des patients que nous avons examinés n'avaient pas été soignés pendant une longue période à l'hôpital. Cela exclut tout changement thérapeutique
dans les organes. Par exemple, si un patient a été soumis à la respiration artificielle, les modifications dans les poumons sont secondaires et vous ne pouvez pas distinguer les conséquences de la vaccination de celles de la respiration. C'est donc très important car la plupart des autopsies sont pratiquées dans les hôpitaux et la plupart des patients autopsiés dans les hôpitaux ont été traités pendant longtemps à l'hôpital. Mais notre étude portait principalement sur des patients non traités qui se sont effondrés chez eux, dans la rue, dans leur voiture, au travail ou en maison de retraite. Nous avons donc trouvé des lésions dans la plupart des organes et surtout les vaisseaux sanguins étaient endommagés, les petits vaisseaux, l'endothélium, la couche la plus interne de la paroi vasculaire. Ensuite, nous avons trouvé dans les vaisseaux du matériel intravasculaire non identifié dont je parlerai plus tard. Puis la rate, les ganglions lymphatiques et les organes lymphatiques ont montré d'importantes modifications et le cœur, les poumons et le cerveau présentaient également dans la plupart des cas des modifications d'origine inflammatoire. Et enfin, nous avons trouvé ce que nous appelons une crise de folie des lymphocytes dans la plupart des organes, en dehors des organes lymphatiques, ce qui rappelle beaucoup les phénomènes auto-immunes observés dans les maladies auto-immunes. Quelle méthode avons-nous utilisée ? La préparation histologique de routine, les colorants classiques et l'immunohistochimie. L'immunohistochimie est une seconde étape par laquelle nous passons en ce moment. Nous utilisons des marqueurs standards de lymphocytes, de cellules inflammatoires. Et dans certains cas, nous avons pu montrer la présence de la protéine Spike dans ces tissus. Pour quiconque n'est pas familier avec la microscopie et la façon dont les organes se présentent au microscope, voici un foie normal et vous pouvez voir ces taches sombres qui délimitent les noyaux. Puis il y a le cytoplasme qui a un aspect un peu granuleux. Ce sont principalement des mitochondries. Nous avons donc pu voir le noyau et le cytoplasme ainsi que certaines modifications dans le cytoplasme. Et l'une des modifications les plus impressionnantes était un changement dans la paroi des petits vaisseaux et des capillaires. Vous pouvez voir les vaisseaux normaux. Ils sont entourés d'une très fine couche de cellules endothéliales. Vous pouvez voir ces noyaux cellulaires fusiformes, mais ils sont fermement attachés à la paroi vasculaire, alors que chez les patients vaccinés, nous avons observé ce phénomène. Les cellules endothéliales ont des noyaux gonflés qui sont détachés de la paroi. Ils sont mélangés aux érythrocytes. De temps en temps, on voit aussi ce phénomène causé par l'autolyse, qui est la décomposition survenant après la mort. Mais nous avons pu prouver que ces petits vaisseaux étaient détruits par des infiltrats inflammatoires lymphocytaires. On voit toujours les noyaux allongés, gonflés et fusiformes, et toute la zone a été infiltrée et ils sont vraiment détruits.
Nous nous sommes demandé comment ça pouvait être possible et nous voulions voir si nous pouvions montrer la protéine Spike dans ces cellules endommagées. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'immunohistochimie, vous pouvez voir la séquence ici. Nous utilisons plusieurs anticorps et le dernier a une certaine couleur. Nous avons donc un pigment marron et vous pouvez voir ici une réaction positive dans une cellule issue d'une culture cellulaire. Avant d'appliquer cette méthode sur nos diapos histologiques des personnes autopsiées, nous avons effectué des études sur des cultures cellulaires et celles-ci sont des cultures cellulaires servant de contrôle négatif. Et nous avons ici une transfection avec le vaccin. Ceci est un agrandissement plus important et vous pouvez voir cette forte réaction positive ici. Ici, nous avons appliqué cette méthode aux tissus que nous observions et où nous avions vu des dommages aux vaisseaux. Et sur la droite, vous pouvez voir les petits capillaires. Il y a une corrélation nette et très spécifique de ces cellules. Et vous pouvez voir que la couche interne de l'artère est aussi colorée dans les plus petites parois artérielles. Et on peut voir des cellules desquamées à l'intérieur. Et nous avons observé ces dommages, non seulement dans les petits vaisseaux, mais aussi dans les grands, en particulier dans l'aorte. Nous avons désormais 2 cas qui sont morts d'une rupture de l'aorte, et ici vous pouvez voir l'un de ces cas. Voici l'intérieur sur la droite. L'intérieur avec le flux sanguin et l'une des aortes est composée d'une paroi irrégulière alternant des cellules musculaires lisses et des fibres élastiques. Et vous pouvez voir déjà ici dans la paroi qu'il y a quelques zones où la texture est irrégulière au niveau de quelques petits points qui sont des lymphocytes. La réaction inflammatoire sur l'extérieur de l'aorte est encore plus impressionnante. Voici les vasa vasarum, les vaisseaux du vaisseau. Et en les grossissant encore plus, vous pouvez voir ces défauts dans la paroi artérielle de l'aorte. Vous pouvez voir qu'il y a une réaction inflammatoire. Encore une fois, c'est une preuve qu'il s'agit d'un dommage intravital de la paroi de l'aorte. Et nous avons vu la même chose dans les artères plus grosses et plus petites. Nous nous sommes de nouveau demandé si cela pouvait être un effet toxique de la protéine Spike. Des modifications similaires peuvent survenir en présence de certains défauts génétiques, mais aussi de certains empoisonnements, comme ce que l'on appelle le lathyrisme. C'est un poison qui se trouve dans certains pois chiches, mais c'est très rare et cela conduit à une dissection et à une rupture de l'aorte. Cela peut donc se produire en cas d'empoisonnement. Ici, on peut voir qu'on a fait une démonstration avec la protéine Spike et on peut voir des marquages très clairs au niveau des noyaux des myofibroblastes qui se trouvent dans l'aorte et également à proximité des vasa vasarum, des plus petits vaisseaux dans la couche externe de l'aorte qui ont une réaction positive. Combien de fois avons-nous vu cela? Tout d'abord,
il y a les dommages des petits vaisseaux, une endothélite, certains l'appellent le gonflement et la desquamation, une infiltration lymphocytaire dans 11 cas, une vascularite, périvascularite des plus gros vaisseaux dans 10 cas, une nécrose focale des parois vasculaires et une réaction inflammatoire, comme je l'ai montré dans 6 cas, et une inflammation accompagnée d'une thrombose dans 2 cas. Et je peux ajouter la rupture de l'aorte dans 2 cas. Passons aux 2 autres organes, le foie et la rate. On peut voir que ces 2 prélèvements tissulaires étaient dans un bloc de paraffine et qu'ils ont été sectionnés et colorés de la même manière, puis fixés et insérés de la même façon. Et ici, on peut voir le foie qui est largement négatif. Mais si on regarde de près, on voit quelques petits vaisseaux ici qui sont positifs et la rate présente une image complètement différente. La rate elle-même présente une coloration positive diffuse. Mais même avec ce grossissement, on peut voir que les vaisseaux, ces zones rondes ici sont fortement positives. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le foie et vous pouvez voir que les cellules hépatiques sont négatives. C'est une légère réaction non spécifique qui ne peut être considérée comme positive. Et vous pouvez voir que les cellules endothéliales du foie sont fortement positives. Et dans la rate, comme nous l'avons tous déjà vu, à ce faible grossissement, nous avons une coloration très diffuse et spécifique des cellules et nous avons constaté un phénomène qui est connu de certaines maladies auto-immunes qu'on appelle inflammation en peau d'oignon des artères centrales de la rate. On voit ceci, par exemple, dans le lupus érythémateux et aussi dans des modifications que 50 pathologistes ont analysées pour autant que nous le sachions. C'est une destruction focale des artères folliculaires avec des produits du tissu folliculaire lymphatique. Et ici, on peut voir les endroits où l'on a trouvé des modifications et ici, c'est la zone qui est importante. C'est la pulpe blanche de la rate et c'est un follicule avec une artère folliculaire centrale. Ce phénomène auquel je me réfère est la réaction ou phénomène de la peau d'oignon, à savoir que la paroi de cette petite artère a été modifiée et désorganisée. Et enfin, nous avons aussi pu démontrer une forte réaction positive à la protéine Spike dans ces artères touchées par ce phénomène qui, à ma connaissance, n'a jamais été décrit. Voici une petite artère centrale de la rate et vous pouvez voir que c'est la paroi. Et ici, il y a un défaut. Le tissu lymphatique qui prolifère et exerce une certaine pression subit un prolapsus dans cette artère. Et les autres organes lymphatiques montrent une activation. Dans certains cas, les ganglions lymphatiques sont très hypertrophiés. Et d'autre part, nous avons vu un infarctus des ganglions lymphatiques centraux dans certains cas. En voici un normal, juste pour vous montrer les follicules.
Et voici un phénomène décrit par certaines agences japonaises et peut-être associé à des modifications des vaisseaux dans les petites artères ou les capillaires. Et maintenant, nous en venons aux lésions d'autres organes. Maintenant, il est internationalement accepté que la vaccination peut causer une myocardite et une inflammation du muscle cardiaque. Et vous pouvez voir un spécimen normal et ici, vous pouvez voir les lymphocytes, les petits points sombres qui sont infiltrés et ils ne sont pas seulement infiltrants, mais dans certains cas, ils conduisent à la nécrose des cellules musculaires du cœur. Et ceci est très important pour différencier ceci d'une infection banale du tissu cardiaque. Car dans une infection normale, on ne voit pas beaucoup de lymphocytes, mais surtout des granulocytes. Nous en venons donc au poumon sur le côté droit. Donc un poumon avec des alvéoles normales qui sont remplis d'air et de quelques lymphocytes à l'intérieur et de quelques macrophages. Mais ici, après la vaccination et non après la respiration artificielle, vous voyez que ce tissu pulmonaire s'est affaissé et présente des infiltrations lymphocytaires denses. Et ce sont des lymphocytes T, comme nous avons pu le montrer par immunochimie. Et maintenant, nous en venons au changement dans le cerveau. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, nous avons la peau sur le crâne et nous avons un tissu conjonctif dense ici. La dure mère et ce tissu conjonctif lâche dans l'arachnoïde avec quelques vaisseaux très délicats, des vaisseaux sanguins. Et puis, bien sûr, nous avons le tissu cérébral et nous avons trouvé des changements dans ces trois endroits. Et voici les principales constatations. Encéphalite associée à la transfection, infiltration lymphocytaire et destruction focale des vaisseaux sanguins intracérébraux et arachnoïdiens, hémorragie sous-arachnoïdienne sans anévrisme. Comme vous le savez peut-être, les anomalies de la base du cerveau sont la cause la plus courante de rupture. Puis nous avons une infiltration lymphocytaire focale de la dure mère et enfin, dans un cas, une nécrose ou une fermeture partielle du terrain épiphysaire. Et ici, vous pouvez voir l'infiltration lymphocytaire dans la dure mère, qui est une membrane qui recouvre le cerveau et le crâne. Et ici, vous pouvez voir cet homme de 26 ans qui est mort après la vaccination. Vous trouvez cette infiltration. Et dans le même cas, nous avons également trouvé une infiltration lymphocytaire dans les petits vaisseaux du tissu cérébral lui-même. Pour en finir avec les cas d'autopsie, je vais vous montrer un cas supplémentaire, celui de l'encéphalite nécrosante d'un homme de 76 ans avec une vascularite de l'aorte et de l'artère coronaire. Comme j'ai montré, la myocardite lymphocytaire et dans ce cas, ici, vous pouvez voir les changements du tissu cérébral. Il y a une nécrose et une infiltration inflammatoire de granulocytes et de lymphocytes. Et dans ce cas aussi, nous avons pu démontrer la présence de la protéine Spike, principalement dans les valves des vaisseaux, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi dans les cellules neurales elles-mêmes, comme vous pouvez le voir ici,
C'est une réaction typique granulaire. Et voici la démonstration d'un cas récent que nous avons examiné. Nous en arrivons à la grande entité que nous avons observée, ce que nous appelons l'amok lymphocytaire, une accumulation de lymphocytes que l'on peut appeler lymphocytose dans des organes non lymphatiques, une inflammation et une destruction tissulaire principalement causée par des lymphocytes, comme nous l'avons vu par exemple dans le myocarde, mais aussi dans d'autres organes, pratiquement dans tous les tissus. Cela nous rappelle les changements que nous avons observés concernant les maladies auto-immunes. La fréquence à laquelle nous avons observé cela, en fait, ces chiffres doivent être interprétés parce que nous n'avons eu que la glande salivaire dans 2 cas. Autopsie, et les 2 cas ont montré une inflammation de la glande salivaire comme lors d'une maladie auto-immune, et aussi nous n'avons eu que 2 cas et les 2 avaient des infiltrations comme dans la thyroïde de Hashimoto. Bien que j'ai montré la peau, je vous montrerai plus tard le foie, les reins, les kystes et la dure mère que je vous ai déjà montré. Maintenant, voici juste un exemple. Vous pouvez voir le ganglion lymphatique et vous pouvez voir que c'est comme un petit ganglion lymphatique juste au milieu du poumon. Il a des centres de réaction ici et c'est très très rare que vous observiez cela. Et ici, vous pouvez voir que ces zones sombres sont des infiltrations, de petites infiltrations lymphocytaires, encore une fois, avec des centres germinatifs et une activation comme des ganglions lymphatiques gonflés. Maintenant, nous arrivons à un autre problème. J'ai mentionné que nous avons observé une manière étrange dans les vaisseaux et les tissus de 5 cas. Et voici un exemple que nous avons trouvé dans le vaisseau de la rate. D'abord, nous avons pensé que cela avait juste des cellules TET, mais elles ont une structure interne. Puis nous avons pensé qu'il pourrait être un produit de contraste. Or, le patient est mort à la maison et n'avait jamais été à l'hôpital dans la dernière année. Donc en fait, nous ne savons pas, nous l'avons montré à environ 50 pathologistes et personne ne sait ce qu'est ce matériau. Nous allons faire des recherches supplémentaires. Et nous pensons qu'il s'agit d'un matériau provenant du vaccin injecté. Nous savons que les nanoparticules peuvent s'agglomérer lorsqu'elles se réchauffent dans le corps, circuler et finalement s'accumuler dans les vaisseaux. Et ceci est une constatation similaire dans le tissu mort dans l'un des cas. Et aussi, nous avons ces étranges structures intracellulaires et personne ne sait ce que c'est. Nous l'appelons simplement non identifié. Et dans un cas qui est un long moment après la vaccination, nous avons trouvé ces matériaux étranges et une certaine réaction tissulaire et une fibrose. Je vais donc vous montrer le cas d'autopsie d'un homme de 40 ans qui était censé être mort de cause naturelle parce que c'était bien une myocardite, un infarctus qu'il avait emporté. Mais il s'était fait vacciner. Et l'autopsie, juste par l'aspect macroscopique, a semblé confirmer le fait qu'il était mort d'une attaque cardiaque
et qu'il était effectivement mort d'un infarctus. Mais il avait une sclérose artérielle préexistante, mais il y avait en plus la myocardite lymphocytaire que je vous avais montré auparavant, et nous avons trouvé, et voici une section transversale de l'artère coronaire. Ici, vous voyez la thrombose. Cette thrombose du cœur est la cause du décès. Mais en plus, vous trouverez ici des changements sclérotiques. Et encore une fois, ce que je vous ai montré au début, il y a des zones dans la couche plus profonde du vaisseau, ici, où vous pouvez voir qu'il y a une certaine perturbation de la structure et qu'il y a une infiltration par des lymphocytes, et l'infiltration lymphocytaire est aussi à proximité du vaisseau. Et ici, vous pouvez les voir également dans ce tissu, ici, une infiltration lymphocytaire. C'est très inhabituel et je pense que je n'ai jamais vu cela dans un vaisseau. Donc la conséquence logique est que cet homme est mort d'une inflammation de la perturbation de l'artère coronaire qui a causé une thrombose et la thrombose dans le cœur. En fait, il n'est pas mort de cause naturelle, mais il est mort des conséquences de la vaccination. Et enfin, quelques exemples de spécimens bioptiques chirurgicaux, appendicectomie, biopsie bronchique et liaison cutanée. Vous pouvez voir ici une observation des autres pathologies avec lesquelles je travaille. Ils ont trouvé que les spécimens d'appendicectomie ne montrent souvent pas beaucoup d'inflammation à l'intérieur de l'appendice, mais une inflammation marquée à proximité de l'appendice. Et vous pouvez le voir ici, c'est un tissu graisseux autour de l'appendice. Et encore une fois, nous avons fait la démonstration de la protéine Spike. Et en fait, elle était très clairement exprimée par les cellules endothéliales autour de l'appendice. Et ici, un homme de 26 ans après la vaccination, 9 mois après s'être fait vacciner, avait toujours des difficultés à respirer. Ils ont donc fait une bronchoscopie 9 mois après la vaccination et l'image bronchoscopique a montré une muqueuse normale sans aucune sécrétion à la surface. Mais dans notre histologie, nous avions une inflammation marquée de la muqueuse avec éosinophilie. Et nous avons pu démontrer à nouveau la protéine de pointe, Spike. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, à l'intérieur de l'épithélium, il y a souvent ces cellules allongées qui ne sont pas épithéliales et on les appelle des cellules dendritiques. Une fonction dans la détection immunitaire et l'immunosurveillance. Et ici, vous pouvez voir que ces cellules dendritiques étaient dans l'épithélium bronchique, fortement marquées par la protéine Spike, alors que les cellules épithéliales, endothéliales, des petits vaisseaux, ne sont que très faiblement marquées. Et enfin, une biopsie de la peau. Ici, vous pouvez voir qu'il y a ce que nous pourrions appeler une réaction granulomateuse sous la peau. Ceci est une investigation supplémentaire. Nous n'avons pas vu de protéine Spike dans ces cas. Donc, quand nous avons fait ces examens, tous les cas
ont été vus par 2 pathologistes et d'autres pathologistes. De plus, j'ai vu tous les changements de problématiques. Encore et encore, nous nous demandions, sommes-nous en train de chasser un fantôme? Est-ce que c'est vraiment vrai? Nous nous sommes regardés les uns les autres et on s'est dit, vous voyez ça aussi? Est-ce que vous voyez ce phénomène? Vous voyez cette artère comme un phénomène de peau d'oignon? Nous sommes arrivés à la conclusion, non, nous ne poursuivons pas un fantôme. D'autres études sont nécessaires et provocantes. Merci beaucoup. Juste une petite question, professeur Burkhardt. Quand vous avez vu l'expression de la protéine spike dans les organes, dans les cellules, pouvez-vous exclure la possibilité qu'elle soit entrée dans le corps d'une autre manière que par les vaccinations, que par les inoculations? Est-il possible qu'il y ait un autre moyen? Certaines personnes ont eu l'idée que ces personnes pouvaient avoir eu ce que vous appelez une véritable infection par le coronavirus. Mais tout d'abord, la plupart de ces personnes sont mortes soudainement. Elles se sont effondrées. Et je n'ai jamais entendu parler d'une infection à coronavirus où les gens n'ont pas d'antécédents de problèmes respiratoires et ainsi de suite. Mais nous sommes en train de faire des examens de la capside, du noyau, et nous aurons très bientôt les résultats. Merci beaucoup. Mes collègues, avant d'entamer la discussion et de poser d'autres questions, nous devrions écouter notre dernier expert sur ce sujet, le professeur Bergholz, si cela vous convient. Professeur Bergholz? J'imagine que vous pouvez m'entendre à présent. Oui. J'ai une présentation. Maintenant, après vous avoir écouté, il s'avère que ce que j'ai préparé, d'une certaine manière, semble être un bon résumé de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Alors, voyons cela. Je dois d'abord aller sur l'écran partagé. Nous y voilà. De combien de temps je dispose? Nous sommes un peu pressés par le temps. Oui, comme d'habitude. Donc, je passe en mode présentation complète. Si mon ordinateur se met en place, j'espère que ça marche. Est-ce que vous voyez la présentation complète maintenant? Oui. Bien, je ne suis pas médecin. Comment se fait-il que je sois dans ce groupe de personnes? Eh bien, ma valeur ajoutée au sein de ce groupe est que j'ai pratiqué la gestion de la qualité et des risques pendant environ 20 ans, si ce n'est plus. Et je l'ai également enseigné à l'université. J'ai aussi mené des recherches dans ce domaine et j'ai environ 17 ans d'expérience industrielle dans la production. Donc ce que Mike a dit à propos de l'intensification était tout à fait dans mes cordes et j'y reviendrai plus tard. Je vais passer sur cette vue d'ensemble. Le sujet est la perspective de la qualité. Pourquoi est-ce important? J'ai examiné de près le contrat Pfizer qui avait fuité. Et quelque part, il est écrit que la qualité du produit doit être constamment soumise à des tests et qu'il faut appliquer les bonnes pratiques de fabrication. Jusqu'ici, tout va bien, rien d'inhabituel. Mais voici à présent le point important. De quoi s'agit-il? L'indemnisation. C'est-à-dire que s'il y a un problème, normalement, les fabricants sont exempts de toute réclamation pour des dommages. Mais cela ne sera pas possible en cas de violation grave, en cas de violation significative des bonnes pratiques de fabrication.
Donc, si nous trouvons des non-conformités substantielles par rapport à la norme ISO 9001, qui est en quelque sorte la référence en matière de système de gestion de la qualité, cela signifiera que la clause d'indemnisation est nulle, ce qui, je pense, est ce que nous aimerions tous. C'est une diapositive assez chargée. Voici pour les non-conformités dans le processus du développement. Notre expert canadien a déjà parlé de la fausse attente selon laquelle il pourrait vous protéger. Je n'ai même pas inclus ça. Mais ce que vous avez également dit, c'est que les risques connus issus de l'expérience animale lors de tentatives précédentes de mise sur le marché de ces pseudo-vaccins ont tous été ignorés. Et je dirais même contournés. Pfizer a fait une déclaration en octobre 2020 disant qu'il n'avait pas fait d'expérience sur les animaux. Et aussi le télescopage des phases, que j'aurais appelé dans mon langage des quality gates. Si vous faites cela en parallèle, vous augmentez le risque de manière indue. Je ne pense pas que ça nécessite une explication supplémentaire. Ensuite, notre ami canadien a déjà mentionné un grand nombre de ces éléments que Peter Doshi, le co-rédacteur en chef du British Medical Journal, a énumérés comme de graves déficiences dans cette étude. Je pense qu'on peut même dire que c'est frauduleux. Puis ce qui est vraiment ridicule, c'est la levée prématurée de l'aveugle et la vaccination d'une grande partie du groupe de contrôle. Puis la finalité douteuse a été mentionnée, avec une réduction du risque relatif qui n'est absolument pas pertinente. On parle d'environ 1%. Donc le processus de développement est sérieusement défectueux. Et il s'agit du premier manquement grave en termes de conformité qui ne peut tout simplement pas être excusé par l'urgence. Puis, les documents qui ont été présentés à l'Agence européenne des médicaments en décembre 2020 ont fait l'objet, leur approbation conditionnelle a fait l'objet de plusieurs obligations. Et comme Mike l'a souligné, la plupart de ces obligations étaient liées soit à un mauvais processus ou un mauvais contrôle des matériaux. La plupart de ces obligations qui auraient dû être traitées d'ici juin 2020 ne sont même pas satisfaites à ce jour. Et normalement, la seule action aurait été de tout arrêter jusqu'à ce que les fabricants aient fait leur travail. Ce n'est pas le cas ici. Ensuite, Mike a également souligné ce point. Si vous passez d'une si petite quantité que vous utilisez pour ces 40 ou 50 000 portions ou doses pour les études, si vous vous développez pour en fabriquer des milliards, vous avez deux problèmes. Vous ne pouvez qu'utiliser des produits chimiques de qualité inférieure et vous devez utiliser des équipements à grande échelle. Et donc, d'une certaine manière, je pense que Mike l'a dit et je suis d'accord, il faudrait repartir de zéro parce que ce que vous obtenez à partir de ce produit est différent, incontestablement différent. La seule question est de savoir à quel point par rapport au produit original. Donc, la conclusion numéro 3 est que, à partir de cela, il semble relativement improbable que nous aurons une production de masse stable. Et la preuve est ici. Que voyons-nous ici? Nous voyons une séquence dans ce cas de 175 rapports d'effets indésirables pour 175 lots. Je n'ai pas mis les numéros de lots eux-mêmes, mais ils étaient dans l'ordre alphabétique ou alphanumérique. Donc d'après nos connaissances, il s'agit de la séquence temporelle selon laquelle ils ont été produits.
Et ceci est, en passant, le contrôle statistique du processus et comment le traiter. Tout ce qui, qui dépasse la ligne pointillée est hors de contrôle. Le processus doit être arrêté immédiatement. Et ce que l'on peut aussi voir, c'est que même entre les deux, nous avons des périodes calmes, et ça commence à osciller un peu. C'est une des meilleures périodes, puis ça s'aggrave. Ici, nous avons une période calme, et puis ça recommence à osciller. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lot que j'ai annoté ici est un deuxième lot avec lequel la jeune fille de 15 ans, Cheyenne Brown, a été inoculée ou vaccinée. Et d'après ce dont je me souviens, elle est morte environ 3 ou 4 semaines plus tard. Et j'ai vérifié également pour la première injection. Et encore une fois, son injection n'était pas l'une des pires. Celle-ci aurait été les pires. Mais encore une fois, cela s'est produit dans l'une de ces périodes d'agitation plutôt que dans ces périodes-là. Et ce que je soupçonne, c'est que si nous suivions toutes les personnes qui ont été vaccinées par cela, nous trouverions, selon mes prévisions, beaucoup plus de morts. Car le nombre de cas qui ont été signalés est assez bien corrélé avec le nombre de décès, le nombre de blessés graves. Donc, pire encore, ce que nous voyons ici, ce sont ces lots super toxiques dont Mike a parlé. Ce que nous pouvons voir ici, je reviens dessus une minute, nous voyons ici une échelle maximale de 30. Et ici, nous sommes à 3000. Ces groupes isolés de l'eau sont absolument exclus de tout ce qui pourrait se produire statistiquement. C'est quelque chose qui a été fait exprès. Donc je pense que nous avons ici une preuve claire que quelque chose a été fait intentionnellement. Et ce que j'ai appris sur le site web How Bad Is My Batch, ils ont analysé ces lots, et c'est aussi important de le savoir. Ils ont été envoyés dans les 50 États des États-Unis, alors que ces lots inoffensifs ont été envoyés dans 2 à 12 États, si je me souviens bien. Alors comment les fabricants ont-ils su qu'ils devaient distribuer cela à ces 50 États afin de les diluer? Ils le savaient. Il y avait donc une intention, au moins dans les envois. Passons maintenant à l'efficacité. Déjà en juillet 2021, j'avais trouvé des preuves dans les données d'Israël que l'efficacité avait déjà complètement diminué. Et bien sûr, ils ont ensuite démarré les rappels et l'injection forcée. Et bien sûr, le résultat a été que les choses ont empiré. Ceci est un graphique très récent pour l'Angleterre. Et j'aimerais vraiment montrer cela en personne à notre chancelier Olaf Scholz, qui préconise les injections obligatoires. Le rouge est rapporté à 100 000 personnes. Ce sont les personnes vaccinées qui ont été testées positives pour 100 000 personnes en janvier, et en bleu, les personnes non vaccinées. Je pense donc que c'est très clair. Si vous voulez prendre le risque d'être au moins testé positivement ou d'avoir plus de chances d'être infecté, d'après ce que nous avons entendu une fois que notre système immunitaire est épuisé, si vous voulez augmenter le risque, faites-vous vacciner. Nous pouvons donc dire que nous avons maintenant une pandémie de vaccinés. Sans aucun doute, à mon avis. Et cela devrait être donné à tous les membres du Parlement qui votent en faveur de la vaccination. Et nous saurons alors qu'ils ont de mauvaises intentions. Pour en revenir aux effets indésirables, nous avons un problème concernant la déclaration des effets indésirables.
Il y a toujours une sous-déclaration flagrante. C'est pourquoi j'ai comparé, rien que pour l'Allemagne, le nombre de décès par an pour ces 70 millions de vaccinations par an environ entre 2000 et 2019, ce qui représente environ 20 décès. Ces injections Covid-19 ont entraîné 2255 décès. Donc, vous pourriez dire que c'est 50 fois plus de décès par injection ou 100 fois plus par personne injectée en supposant 2 injections. Comment pouvez-vous passer outre et ignorer cela? J'en ai fait l'expérience lorsque je parle à des amis et à des connaissances qui croient à l'histoire, au narratif, et que je leur dis « ce sont les données officielles ». Pourquoi ne les voyons-nous pas dans les grands médias? Je les laisse sur leur faim car c'est peut-être la première fois qu'ils commencent à réfléchir à ce qui se passe. Donc nous avons une augmentation spectaculaire du taux de mortalité. Il en va de même pour le reste et nous trouvons des choses similaires dans d'autres pays. Pour en revenir à ce qu'Anthony Agati nous a dit, j'ai énuméré ce qui a été trouvé par microscopie optique. Nous avons fréquemment trouvé des bandes d'oxyde de graphène. Elles y ressemblaient, et dans un cas, dans le cadre de la microspectrométrie Raman, exactement une de ces bandes. Il n'y a aucun doute que c'était de l'oxyde de graphène. Absolument aucun doute. C'est une empreinte très caractéristique. Nous avons des objets métalliques qui peuvent être des débris de l'équipement de production. Et dans un très petit nombre de cas, des objets ressemblant à des fragments de micropuces électroniques ont été signalés. Et j'ai beaucoup d'expérience étant donné que j'ai travaillé dans l'industrie des micropuces. Quand vous voulez analyser une puce, vous la mettez dans des liquides appropriés et elle va se désintégrer. Et vous obtenez des fragments comme ça. Et c'est absolument identique à ce que vous vous attendriez si vous désintégrez simplement une puce. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'échelle. J'aurais pu vous dire quelle est la taille minimale des éléments. Ce n'est probablement pas, et de loin, la dernière technologie. Alors, d'où viennent ces choses? La raison la plus probable, selon moi, n'est pas que cela a été introduit intentionnellement, mais je soupçonne que c'était peut-être des puces capteurs qui se trouvaient dans l'équipement de production, dans lequel, avec le temps aussi, des choses peuvent se désintégrer et personne ne s'en soucie, et donc le filtrage semble aussi être très inférieur à la norme, si tous ces objets peuvent être trouvés, à moins que ces choses soient ajoutées intentionnellement. J'ai presque fini. Donc ensuite, une grave non-conformité. 3 types d'objets solides non déclarés dans le liquide d'injection. Ce n'est pas acceptable. Et bien sûr, les résultats en termes de pathologie. Je pense que je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à ce sujet désormais. Ce que j'aimerais souligner, et je pense que Mike ou quelqu'un d'autre l'a mentionné, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur la quantité de la protéine spike toxique, de l'endroit et de la durée de sa production. Donc ce qui se passe dans notre corps est absolument hors de contrôle. Tous les organes et toutes les fonctions corporelles peuvent être affectés. Alors quel genre de traitement est-ce là? Ma conclusion est donc, et j'adorerais aider le jury à la corroborer, qu'il y a tellement de préoccupations sérieuses et de non-conformité en termes de qualité que selon les principes élémentaires d'assurance qualité, toutes les vaccinations devraient être arrêtées immédiatement. Ce qui est également important, nous avons fait le travail de l'Institut Paul Ehrlich et il faut maintenant les forcer à agir. S'ils ne le font pas,
Ils devront en répondre devant un tribunal un jour, je pense. Donc, en termes de contrat, concernant les contrôles de qualité, presque tout a été enfreint. Et donc, à mon avis, la clause d'indemnisation est nulle, tout simplement. En fait, la conclusion à laquelle vous arrivez dans ce dernier aspect est la même que celle à laquelle est arrivé un groupe de juristes belges. Sauf qu'ils n'étaient même pas au courant des graves défauts du contrôle de la qualité. Cela confirme donc ce que vous dites. Merci beaucoup, Werner. Merci beaucoup. Très impressionnant.